Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse assez poussée, je crois. On a reçu plusieurs documents universitaires, Oui, des sources très intéressantes. exactement. Et on va explorer ensemble l'évolution historique de la prostitution et puis aussi des mœurs, des perceptions autour de ça. C'est un sujet complexe qui traverse vraiment les époques. Mhm. D'ailleurs, pour bien situer le débat actuel, il faut se dire qu'avant Snapchat et les bordels de Dunkerque, eh bien, il y avait la prostitution déjà décrite par Hérodote. Ah oui, ça remonte loin. Très loin. Dès l'Antiquité, que ce soit en Mésopotamie ou en Grèce, on trouve des traces. Parfois, c'était même une prostitution sacrée, liée à des rites de fertilité, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Et puis Rome a essayé d'encadrer ça d'une certaine manière, avec cette fameuse licentia stupri. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à Avis Artificiel. Oui, cette licentia stupri, c'est intéressant parce que c'est ambivalent dès le départ. D'un côté, bon, ça permettait à l'État de contrôler, de taxer, Un côté pratique, financier même. voilà. Mais en même temps, les femmes qui étaient enregistrées, elles étaient frappées d'infamie, c'est-à-dire qu'elles étaient mises en marge de la société, juridiquement aussi. D'accord. Donc on voit déjà cette tension en fait entre un certain pragmatisme de l'État et puis une réprobation morale très forte. Et ça va continuer. Et j'imagine que cette tension, elle explique les variations au fil du temps. Comment ça se manifeste, par exemple, au Moyen Âge, d'après les sources? Eh bien, les sources montrent une vraie oscillation, c'est frappant. D'un côté, on a des périodes de tolérance, mais une tolérance organisée. Organisé par qui? Les autorités? Oui, par les autorités laïques, parfois même ecclésiastiques, c'est assez surprenant pour certaines périodes du Moyen Âge, souvent pour des raisons financières ou tout simplement pour maintenir l'ordre public, quoi. D'accord. Et de l'autre côté, on a des vagues de répression très très dures. On a l'exemple en France de l'ordonnance protestante de 1560. Là, c'est une vraie rupture. Ça pousse l'activité dans la clandestinité, alors qu'avant, il y avait une certaine tolérance. C'est vraiment ce balancement, contrôle ou bannissement. D'accord. Contrôle ou bannissement. Et plus tard, on arrive au Code Napoléon. Est-ce qu'il tranche, lui? Quelle est son approche spécifique selon les documents? Alors, ce qui est assez notable avec le Code Napoléon, c'est qu'il ne pénalise pas l'acte de prostitution en lui-même, enfin, entre adultes consentants. Ah, intéressant. Par contre, il s'attaque très fermement au proxénétisme, c'est-à-dire le fait de tirer profit de la prostitution de quelqu'un d'autre, de l'organiser, de la favoriser. Donc la distinction est faite entre l'acte et l'exploitation. Exactement. Les textes suggèrent que c'était peut-être une manière de distinguer ce qui relève de l'ordre public, menacé par le proxénétisme, les maisons closes, le désordre, et ce qui relève de la moralité privée. Compris. Et on fait un bond dans le temps, après la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a un moment clé, hein. La loi Marthe-Richard, en 1946. Oui, tout à fait. Cette loi, elle ordonne la fermeture des maisons closes. Et là, c'est vraiment le début de ce qu'on appelle la politique abolitionniste de la France contemporaine. Abolitionniste, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne considère plus la prostitution comme un travail ou comme un mal nécessaire qu'il faudrait encadrer, mais vraiment comme une forme d'exploitation. Une violence, en fait, incompatible avec la dignité humaine. D'accord. Et cette position, elle va être renforcée ensuite par la ratification de la Convention de l'ONU de 1949 sur la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Et cette logique abolitionniste, on la retrouve très fortement dans la loi plus récente, celle du 13 avril 2016. Ça semble être un changement majeur, non? Ah oui, absolument. C'est une étape décisive. D'abord parce qu'elle supprime le délit de racolage passif. Ça veut dire que les personnes prostituées ne sont plus vues comme des délinquantes aux yeux de la loi. Elles deviennent des victimes à protéger. Exactement. Et l'autre point qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'introduction de la pénalisation des clients. On inverse la responsabilité pénale, en quelque sorte. L'idée étant de s'attaquer à la demande. C'est ça. L'objectif affiché, c'est de tarir la demande, qui est vue comme le moteur de tout le système prostitutionnel. Et au-delà de pénaliser le client, qu'est-ce qu'elle prévoit d'autre, cette loi de 2016? Alors, elle met beaucoup l'accent sur l'accompagnement, elle crée ce qu'on appelle un parcours de sortie de la prostitution. C'est financé par l'État, coordonné au niveau départemental. Pour aider concrètement les personnes qui veulent arrêter. Oui, avec un soutien social, médical, une aide pour trouver un travail, etc. Et bien sûr, elle renforce aussi la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. D'ailleurs, il faut noter que la justice avait déjà un peu préparé le terrain, hein. Dès 1996, la Cour de cassation avait dit que la prostitution, ça ne se limite pas forcément à un rapport sexuel complet. Ça inclut aussi des contacts physiques payés dans un but sexuel. Mhm. Les documents qu'on a consultés insistent aussi beaucoup sur les facteurs qui peuvent amener à la prostitution. Qu'est-ce qui ressort principalement?
Ce qui ressort, c'est souvent un cumul de vulnérabilités, en fait. La grande précarité, bien sûr, économique, sociale, des parcours de vie difficiles marqués par des violences, parfois dès l'enfance ou l'adolescence. Oui, Il y a aussi des situations de dépendance affective ou d'emprise, que ce soit par un proche ou par un réseau. L'isolement joue aussi. Et puis, un facteur très important en France aujourd'hui, c'est la situation administrative précaire des personnes étrangères. Elle représente une part très Et majoritaire. tout ça a un coût pour la société, j'imagine. Oui, un coût énorme. Une étude qui est citée dans nos sources, l'étude Prostcost de 2015, avait essayé de le chiffrer pour la France. Et alors? Elle arrivait à une estimation autour de 1,6 milliard d'euros par an. Ça comprend les dépenses de santé, de justice, d'action sociale, mais aussi l'impact humain, difficile à mesurer. Donc la loi 2016, elle essaye de répondre à tout ça, protéger les personnes, prévenir, notamment chez les jeunes, et puis combattre le système en visant la demande. bien. Notre analyse touche à sa fin. On voit bien ce long cheminement historique, législatif, marqué par des tensions constantes entre différentes visions. Et la tolérance encadrée, la répression, et puis maintenant cette politique abolitionniste qui met l'accent sur la victime et la responsabilité du client. Mhm. Ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Alors que la loi française affirme aujourd'hui une position très forte, considérant la prostitution comme incompatible avec la dignité humaine, comment est-ce qu'on peut interpréter le fait que ce phénomène persiste et même se transforme constamment dans nos sociétés? C'est toute la question en effet.